Eh bien, bonsoir à tous. Le titre de ce dernier temps du printemps présente d'emblée un semblant de contradiction par rapport à ce que nous avons dit la fois dernière. En effet, la fois dernière, nous avons détaillé le principe de conflit et nous avons montré ses aspects créatifs et évolutifs. D'ailleurs, ce principe de conflit est encore très présent ce mois-ci car nous commençons à vivre les énergies Gémeaux qui symbolisent les nombreuses dualités présentes dans l'être humain, tant au niveau de ses différents corps, entre eux, qu'entre la personnalité et l'âme, entre une conscience individuelle et une conscience globale. Et c'est en passant par toutes les confrontations que nous propose cette énergie que nous réussissons progressivement à atteindre l'unité qui est la valeur supérieure des Gémeaux. C'est dire l'importance et la nécessité du conflit, de la confrontation, de la dualité dans l'histoire évolutive de l'être humain. Et ce qui nous a amené le mois dernier, finalement, à dire que la paix, telle qu'elle est espérée en général, n'est pas véritablement possible, ni même souhaitable, à notre niveau d'évolution actuel. Alors, pourquoi le titre de ce soir, servir la paix, si c'est pas souhaitable? Pourquoi vouloir servir la paix? Parce qu'en réalité, c'est un des buts fondamentaux de l'humanité. C'est un marqueur d'unité trouvée. Mais il s'agit bien évidemment d'une paix supérieure qui n'a pas grand-chose à voir avec le bien-être tranquille et la douceur de vivre qu'on appelle généralement nos voeux. Mais qu'entendons-nous généralement par vivre en paix? L'idée de paix, d'absence de conflit, d'abandon de tous les combats par un cessez-le-feu mondial et un désarmement général, s'impose naturellement lorsque nous voyons combien le monde est à feu et à sang. Les grandes guerres internationales n'existent plus, à cause ou grâce à l'équilibre de la terreur de la bombe atomique. Mais une cinquantaine de guerres locales sont toujours présentes sur la planète. En outre, les conflits et les massacres sont omniprésents à l'intérieur de chaque pays et ils concernent toutes les minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses, politiques ou même sexuelles. C'est pourquoi l'idée de paix s'impose tout d'abord, vraiment, sur le plan physique, mais on voit bien que c'est une paix signifiant absence de guerre, absence d'agression, de conflit armé. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on dit qu'en Europe, nous avons la chance de vivre en paix et que ce serait bien finalement de pouvoir étendre cette paix au monde entier. Certes, on peut comprendre cette définition eu égard à notre passé plutôt guerrier. Mais si on regarde un peu plus dans les détails, il est évident que nous ne vivons pas du tout en paix. Si par rapport au siècle dernier, les conflits militaires internationaux ont effectivement tendance à diminuer, le fonctionnement économique et commercial actuel, qu'on pourrait apparenter à une forme de guerre, provoque des milliers de morts par jour par le chômage, la misère, l'inégalité croissante de la répartition des richesses et la destruction progressive de tous les écosystèmes. De ce point de vue, nous sommes constamment en guerre. D'autre part, notre société, si elle n'est pas en guerre, vit en permanence des conflits, et qu'ils soient là encore d'ordre politique, religieux, ethnique, des conflits dus à la non prise en compte des minorités et à la persistance de la pauvreté alors que nous vivons dans des pays riches. Et en ce qui concerne les individus, les agressions physiques, les femmes battues, les féminicides, les incestes et les violences entre certains quartiers et bandes rivales font partie de notre paysage quotidien. Tous ces conflits sont constamment présents. Et pour pouvoir affirmer tranquillement que nous vivons en paix, il faut vraiment fermer les yeux sur tout ça. Mais d'où viennent tous ces conflits? En fait, l'origine de tous ces conflits résulte bien évidemment du développement du moi. Ils prennent tous racine dans la vie émotionnelle, car le désir, quel qu'il soit, ne laisse jamais qui que ce soit en paix. Tant qu'il n'est pas assouvi, il entretient une tension qui ne laisse pas tranquille, qui est tout sauf synonyme de paix. Et ce, même s'il s'agit d'un désir de progrès spirituel. Naturellement, les conflits s'exacerbent si le désir concerne nos besoins impérieux de consommation, nos pulsions affectives, nos besoins d'exprimer les passions, nos idéalismes et nos croyances. Omniprésent, on peut dire que le désir nourrit donc les conflits, parfois jusqu'au passage à l'acte sur le plan physique. Évidemment, ces conflits concernent les sociétés, les groupes, les individus, et nous en portons un échantillon à l'intérieur de nous. Selon notre état de conscience et notre niveau vibratoire particulier,
nous allons entrer en résonance avec des conflits plus globaux, dont en fait nous nous faisons relais en les actualisant dans notre existence. En effet, nous ne pouvons percevoir chez les autres ou dans le monde que les qualités ou les défauts qui nous animent, même partiellement. Ainsi, la tendance autoritaire de quelqu'un nous insupporte quand nous avons nous-mêmes un rapport difficile avec l'autorité. L'égoïsme nous révolte car il fait écho à notre propre égoïsme. Et donc toute attention portée à un problème est fonction de notre propre filtre. Les difficultés et les inégalités existent bel et bien et sont à traiter, mais la manière dont nous y réagissons montre combien nous sommes pleinement concernés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que de ce fait, nous pouvons aussi participer à la résolution du problème, en traitant nous-mêmes la difficulté ou le conflit et en le transmutant. Alors, comme nous sommes dans un système solidaire et interdépendant, l'écho vibratoire des résolutions, des solutions réalisées en nous, fait son œuvre partout, se répand dans tout le réseau. Et ce qui est valable pour nous est aussi valable naturellement pour les sociétés et au niveau des nations. Par exemple, au niveau international, il est quand même significatif de voir la Russie, la Chine et les États-Unis s'accuser mutuellement d'impérialisme. Voir chez l'autre, projeter en l'autre ses propres défauts, et l'en accuser ne peut effectivement qu'aiguiser, amplifier, reconduire, entretenir sans cesse les mêmes conflits. Et c'est donc en nous qu'il convient de régler tous les différends, pour qu'avec le temps, ils s'apaisent progressivement donc à l'extérieur. Alors, quand on passe comme ça d'un conflit qui est plus extériorisé à des conflits plus intérieurs, nous avions vu là aussi la fois dernière que c'est souvent ce qui se passait. Et c'est pas pour ça que ce conflit diminue. Les conflits qui sont à l'intérieur, qui sont encore beaucoup plus durs pour chacun d'entre nous que le conflit qui est extériorisé. Alors à ce moment-là, on pourrait dire que de nouveaux conflits apparaissent, parce que nous vibrons à leur diapason. Et puis aussi parce que nous avons les ressources intérieures pour les traiter. Tant que nous n'avons pas ces ressources intérieures, ils n'apparaissent pas en nous. Des conflits sur le plan mental vont naître lorsqu'on cherche à comprendre, par exemple, le sens de sa vie, le sens du monde, lorsqu'on analyse les dualités, les tiraillements qui ne manquent pas de jalonner l'évolution. Mais on aimerait parfois arrêter de se prendre la tête, ne plus penser, ne plus se poser de questions, juste entrer en calme plat, goûter éternellement une paix intérieure. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, et puis en plus parce que tous ces conflits sont indispensables. Ils sont indispensables pour arriver à se comprendre, et surtout pour arriver à progresser. Donc c'est certain que l'émotionnel et ses inflammations, ses passions, amènent en nous et autour de nous beaucoup de confrontations. Mais cela nous fait comprendre progressivement la nécessité de calmer le plan émotionnel et de passer de plus en plus à un niveau mental. De même, arrivé au niveau mental, les doutes et incertitudes qui sont inhérents à notre quête de réponse vont mettre en évidence la nécessité de révéler tout ce qui existe au niveau supérieur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre souhait de paix résulte d'un besoin de tranquillité, d'un moment de pause. Et ces moments de pause sont vraiment importants pour intégrer l'expérience entre deux conflits. Il est vraiment fondamental de pouvoir vivre ces moments de pause, ne pas les négliger. Mais la paix ne peut pas du tout être un état permanent. C'est un état en perpétuelle adaptation, c'est un équilibre au sein de la dualité, et il ne peut pas du tout être statique, ce qui amènerait inertie et immobilisme. Si la paix telle que nous la concevons habituellement devait s'installer, toute évolution cesserait immédiatement. Nous avons donc vu la fois dernière les 3 temps qui ponctuent chaque conflit. Ce sont les temps de crise, tension, émergence. Eh bien, nous pouvons maintenant ajouter un 4e temps, qui est celui de la paix. Crise, tension, émergence, paix. La paix nécessaire avant de recommencer un nouveau cycle de crise, tension, émergence. Ce temps de paix est alors un moment important d'acceptation et d'intégration de la crise qu'on vient de vivre. Mais attention, ça n'est pas là pour durer. Ça n'est qu'un temps dans un cycle qui en compte 4. Alors, c'est intéressant de voir que le développement individuel est vraiment sous l'influence du principe de conflit. Parce que c'est vraiment ça qui nous fait grandir à travers les contradictions et à travers les confrontations quotidiennes. Et naturellement, il en est de même pour les sociétés. Les conflits sociaux, les crises, sont plutôt signes de bonne santé dans une société. Ils vont révéler l'évolution des consciences et la nécessité de penser autrement.
Parce qu'une société a vite fait de s'installer dans l'habitude et de croire que son mode de vie est idéal. En fait, il n'y a que les pays où règne une dictature, dans laquelle la société vit apparemment en paix, sans conflit. Mais en réalité, jusqu'à l'explosion qui finit par survenir tôt ou tard. Ça n'existe pas, une paix comme ça, durable, ça ne peut pas fonctionner. Des individus, des sociétés ou des pays qui ne se révolteraient jamais, au nom d'une paix tranquille. Et c'est souvent le rêve de certains personnages, de certaines personnes, justement dans le monde de la finance ou dans le monde des affaires, qui aimeraient justement que rien ne vienne troubler le monde des affaires et que la paix, comme ça, dure tout le temps. Mais c'est pas possible. Ça entérinerait automatiquement toutes sortes d'inégalités et d'injustices fondamentales. Et ça permettrait de continuer d'exploiter tranquillement les plus faibles. Donc ça n'est pas possible que ça soit comme ça. Heureusement, donc, toutes ces crises existent. Tant que l'humain se construit, il n'y a donc pas véritablement de paix pérenne. Et toutes les tentatives internationales, nationales, sociétales ou personnelles, pour créer une apparence de paix nécessitant des concessions, des cessez-le-feu, des compromis, ne sont que des faux-semblants qui ne résolvent aucun problème. Mais quand même, ne les négligeons pas, parce qu'ils sont souvent un préalable nécessaire, ils sont des conditions minimum pour commencer à discuter, afin de pouvoir amener un accord possible, menant véritablement à un accord et à de justes relations. Si on en reste donc à cet état de choses, si on en reste à ce préalable, effectivement, ça ne mène nulle part. Mais si on le considère simplement comme un point de départ qui permet d'amorcer autre chose, alors c'est véritablement important. Nous avons commencé par évoquer ce que l'humanité entend généralement par la paix, en référence justement à une lassitude profonde par rapport à son fonctionnement perpétuellement conflictuel. Comme nous venons de le voir, cette paix résultant d'une absence momentanée de conflit peut être un premier pas important en direction d'une paix plus profonde. Mais quand nous parlons de servir la paix, ce qui est le titre donc de ce soir, il ne s'agit donc pas de chercher à instaurer une paix tranquille, mais une paix beaucoup plus fondamentale. Alors à quoi ressemble cette paix plus fondamentale? Qu'est-ce que véritablement la paix? Cherchons à la définir du point de vue de l'âme, du point de vue essentiel. Fondamentalement, la paix est un concept très abstrait qui correspond à l'état d'unité. La paix, c'est l'expression première de l'amour réalisé, de l'unité réellement vécue. On pourrait dire que la paix résulte de l'action de l'esprit lancé à la conquête de la manifestation et de l'union avec la matière. En ce qui nous concerne, nous pouvons considérer que la vie est paix en mouvement, paix en évolution, et qu'elle s'inscrit peu à peu dans notre existence à mesure que celle-ci répond au projet de bien commun. La paix, c'est le souffle de la vie qui anime l'existence et cherche à l'accorder à sa propre vibration pour rendre la matière de plus en plus subtile. Voilà ce que nous pouvons dire de la paix si nous la considérons du point de vue de l'âme, au-delà de tout conflit, au-delà de toute dualité. Alors servir la paix, c'est reconnaître un projet plus grand que soi, qui implique vision, alliance et mouvement. Trois éléments fondamentaux, vision, alliance et mouvement, que l'on pourrait définir aussi par projet, coopération et intelligence créatrice. Donc vous voyez, c'est vraiment ces trois éléments fondamentaux qui impliquent évidemment le fait de servir la paix. Servir la paix, c'est passer par toutes les étapes du conflit. Ça, l'humain sait le faire pour pouvoir parvenir à terme à l'unité. Alors bien sûr, ça c'est vraiment la paix telle qu'on peut la définir sur le plan de l'âme. Donc, entre la paix tranquille que nous avons définie auparavant et la nature véritable de la paix qui existe sur les mondes supérieurs, il va nous rester à nous frayer un chemin qui va mener de l'un à l'autre. C'est ce que nous allons donc chercher à voir maintenant. Quels sont les pas nécessaires pour arriver donc à servir la paix? Si la paix est l'expression première de l'amour, nous pourrions nous contenter de dire qu'il suffit d'avoir des attitudes d'amour, tout simplement. Mais d'une manière plus pratique, c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de ça. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'il suffit de ça parce que ça ne nous dit pas grand-chose. En effet, l'amour, c'est l'unité. Mais la plupart du temps, ça reste totalement abstrait, l'unité, avec un U majuscule. Et lorsqu'il est perçu dans son ampleur, lorsque cet amour avec un grand A est perçu dans son ampleur, il paraît extrêmement difficile de le mettre en œuvre. Et ça n'encourage pas, finalement, à s'engager tout de suite, immédiatement, dans cette mise en œuvre. Or, comme les énergies Gémeaux nous incitent à l'engagement, nous avons cherché à nous situer au plus près de ce que nous pouvons réaliser. Et pour ce faire, ce soir, nous allons décrire notre capacité à servir la paix par la mise en place des justes relations.
Ah, c'est un thème que nous avons déjà beaucoup utilisé parce que c'est certainement une des grandes clés des temps à venir. De plus, les relations, les justes relations mises en œuvre progressivement par une attitude de bonne volonté sont le thème fondamental de cette année où nous parlons de chérir le monde et servir la vie. Les justes relations mises progressivement en œuvre par une attitude de bonne volonté. C'est ce que nous allons développer donc un peu plus en détail. Comment mettre en place de plus justes relations? Eh bien, nous allons progressivement servir la paix par des attitudes que nous pourrions symboliquement situer sur une croix. D'abord, sur un axe horizontal, nous pourrions parler d'établir des relations justes entre les humains, et entre les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux. Tous les règnes de la nature. C'est ce qu'on pourrait situer sur un axe horizontal. Et puis sur un axe vertical, pour finir la croix, on pourrait établir une relation juste entre les règnes supérieurs et l'humanité. Autrement dit, entre l'âme et la personnalité. Et nous nous situons donc au cœur de cette croix, en cherchant à allier ces deux axes de développement de justes relations. Y parvenir fait de nous un être de cœur, un être qui sert l'unité et par conséquent sert la paix. Et nous retrouvons là tout le travail, comme je le disais tout à l'heure, proposé par les énergies Gémeaux. Alors commençons tout d'abord par détailler l'axe horizontal de ces justes relations. Le premier travail donc consiste à établir des justes relations entre les humains. Et, comme je le disais, parallèlement, nous devons aussi développer de justes relations entre les humains, les animaux, les végétaux et les minéraux. Certaines personnes s'étonnent parfois que l'on cherche à établir de justes relations avec les règnes subhumains, alors qu'elles n'existent toujours pas à l'intérieur du règne humain. Souvent, ces personnes pensent qu'il faudrait mieux commencer déjà par le règne humain, s'occuper des humains, et pour plus tard étendre les justes relations aux autres règnes de la nature. Mais ça, c'est un raisonnement formel, et on va le voir plus en détail par la suite, mais c'est un raisonnement formel qui ne peut en aucun cas être appliqué aux justes relations, puisque justement celles-ci ne peuvent pas être morcelées. L'interdépendance de tous les règnes est une évidence qui nécessite de considérer tout ce qui vit sur Terre, globalement, solidairement, sans aucune séparation. Faute de quoi, il est totalement impossible d'établir de justes relations. Il faut donc vraiment considérer que sur cet axe horizontal, toutes les relations avec tout ce qui vit sur Terre ne forment qu'un tout. On ne peut absolument pas séparer. Ce n'est pas les humains d'abord et les autres après. Ça n'a aucun sens, comme nous allons le voir à travers la notion de réseau. Et donc, on pourrait se demander, mais alors pour arriver à mettre en place ces justes relations sur cet axe horizontal, qu'est-ce que ça nécessite? Que nécessite le développement des justes relations? Eh bien, c'est un travail auquel chacun d'entre nous est convié, parce que c'est avant tout, évidemment, une évolution de conscience. Et souvent, on cherche des comment faire, comment établir des justes relations, alors que c'est dans le comment être que se trouvent les solutions. Comment allons-nous nous transformer? Comment allons-nous vivre? Comment allons-nous être conscients et arriver par là même à établir de justes relations? Par exemple, grâce à Internet, nous pouvons avoir accès à une foule de forums, de vidéos, de conférences, de textes, et qui présentent des propositions remarquablement intelligentes concernant une nouvelle éducation, une nouvelle économie, globalement une nouvelle société. Et donc tout est là, toutes ces idées sont présentes. Bon, mais qu'est-ce qui manque alors pour que ça puisse se manifester? Simplement, il ne manque que l'assentiment d'un grand nombre de personnes. En effet, la plupart de ces solutions sont déjà mises en place localement par quelques personnes qui ont l'état de conscience nécessaire. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça va difficilement plus loin, tout simplement parce que ce n'est pas suffisamment relayé. Donc ce ne sont pas tant les solutions qui manquent que le nombre de personnes nécessaires avec le niveau de conscience correspondant à ces idées novatrices pour servir de relais. On aura certainement l'occasion d'en reparler le mois prochain. En fait, nous ne nous rendons pas assez compte combien les nouveaux paradigmes qui justement nous intéressent tant, comme ceux que je viens de parler donc sur Internet, à quel point ils nous demandent un véritable changement d'être et de penser. Par exemple, beaucoup se passionnent pour la physique quantique. Mais combien de ceux qui sont passionnés par ça, qui trouvent ça vraiment intelligent, réalisent vraiment le changement de conscience que cela implique si on va au bout des choses? Mais très très peu. Ça reste finalement quelque chose d'intellectuel. C'est dire, c'est bien, c'est étonnant, mais c'est fabuleux. Ça recoupe des idées que je peux avoir par-ci par-là. C'est vrai que l'ésotérisme dit la même chose. Très très bien, très bien. Et puis quoi encore? Mais si on appliquait à notre vie le 10e de ce qu'implique la physique quantique, est-ce qu'on imagine les changements de ce que ça pourrait
C'est énorme. Voilà pourquoi souvent chercher à mettre en place des solutions pratiques que nous trouvons très astucieuses, intelligentes, intéressantes, ça ne peut fonctionner que si nous avons tout d'abord l'état de conscience qui va avec. Si on ne l'a pas, ça ne marche pas. Et c'est là que se situe notre travail nécessaire. Parce qu'on a beau trouver des nouvelles solutions pour un nouveau monde sur Internet, mais si il n'y aura pas de changement possible dans les justes relations sans modification de conscience d'abord. Ça commence par là. C'est pour ça que c'est là que c'est vraiment insistant de le faire, même si on trouve le comment faire intelligent, si on n'est pas dans le comment être, il n'y aura pas donc de suite à cela. Et cette modification, elle va nécessiter la compréhension profonde d'un mot-clé en rapport avec les justes relations. Ce mot-clé, c'est le mot réseau. C'est un mot qui se révèle d'une importance considérable ces dernières années, à tout point de vue. Penser le monde en termes de réseau est la clé des justes relations. En effet, si nous continuons de penser que les justes relations concernent des rapports entre des individus, séparés les uns des autres, nous n'entrons absolument pas dans l'état d'esprit nécessaire. On ne changera rien. L'état de conscience qui va induire le changement implique de réaliser que nous sommes des points au sein d'un réseau d'énergie. Des petites étincelles de vie au sein d'un réseau d'énergie reliant tous les humains et tout ce qui vit sur Terre d'une manière totalement inséparable. Nous avions évoqué ça lors de la deuxième conférence de l'année à propos de la solidarité, au sens propre du terme, un entier absolument indissociable. Si on réalise vraiment qu'on est cela, alors là, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. C'est le réseau d'énergie qui constitue tout organisme, et non pas l'addition des points pris séparément. Et ça change complètement notre manière de concevoir l'évolution. En effet, tant que nous nous percevons comme des individus séparés, avec des qualités et des défauts, nous pensons très naturellement que pour améliorer les relations et la société, il est tout simplement nécessaire d'agir sur les individus, en particulier sur ceux qui ne vont pas dans le sens souhaité par la société. Mais si nous réalisons que nous sommes avant tout un réseau d'énergie, alors nous comprenons que c'est en agissant sur l'ensemble, c'est en agissant sur le réseau qu'il est possible d'interagir avec tous, y compris les points considérés comme les plus disharmonieux, qui vont progressivement alors s'harmoniser à l'ensemble. Parce que nous sommes des énergies au sein d'un réseau où tout interagit, nous ne pouvons pas traiter des problèmes individuels en faisant fi de l'ensemble. Et tous les problèmes sociétaux doivent être dorénavant vus de cette manière-là, en globalisant et non en focalisant sur tel ou tel individu ou telle situation particulière. De cette manière-là, on continue de fonctionner dans l'ancien système de relations, mais on ne va certainement pas aller dans le système donc, des justes relations. Voyons plus précisément cette idée de réseau, en l'illustrant donc par le corps éthérique. En quoi le corps éthérique est-il un réseau? Comment interagissons-nous avec? Et qu'est-ce qui va nous aider à comprendre? Alors quand on parle généralement de corps éthérique, de corps d'énergie, tout de suite on pense au corps d'énergie de chacun d'entre nous. Mais comme nous venons d'évoquer un réseau, nous allons commencer justement par en parler globalement, en tant que réseau. En effet, c'est avant tout un réseau universel qui emplit l'espace, composé d'une matière encore un peu mystérieuse, qui s'apparente sans doute à ce qu'on appelle l'énergie sombre, recherchée par tous les physiciens. C'est ce corps éthérique, en tout cas c'est cette énergie sombre, qui maintient la cohésion des galaxies et de tous les systèmes jusqu'à l'atome. Tout organisme, donc qu'il s'agisse d'une planète, d'une étoile, d'un système solaire, d'une constellation, d'une galaxie, est entièrement vitalisé par la partie du corps éthérique global qui le constitue. Car finalement, chaque partie, qu'elle soit immense comme une galaxie ou tout petit comme un individu ou un atome, chaque partie est tout simplement vitalisée par ce grand corps éthérique universel. Chaque corps éthérique va se spécifier, mais ce n'est qu'une partie finalement de l'ensemble. Donc la vitalisation, à partir de là, elle est totalement universelle. Ce réseau éthérique, il a deux fonctions essentielles. La première, c'est justement d'alimenter en énergie toutes les parties de l'univers, du plus grand jusqu'au plus minuscule aspect. De la galaxie jusqu'à la particule, tout est alimenté et tout est relié en énergie. Rien n'est laissé de côté. Et la deuxième fonction, c'est d'être le vecteur sur lequel la conscience circule à vitesse infinie, ce qu'a montré les expériences de physique quantique. Et donc la conscience circule. Et non seulement c'est le vecteur de tous nos états de conscience, quels qu'ils soient, mais c'est en même temps l'interface entre le monde de la conscience
et le monde physique dense. En effet, c'est par le biais du corps éthérique que sont reliées conscience et forme. C'est l'intermédiaire qui rend possible au niveau humain ce qu'on appelle la psychosomatique. Il est donc important de réaliser que depuis les pensées les plus nobles jusqu'aux pensées les plus viles, depuis les idéaux d'amour jusqu'aux réactions de haine, les sentiments, les passions, les désirs, les pensées de tous ordres circulent en permanence sur le réseau et peuvent ou pourraient être ressentis par tous. Parce que tout est communautaire, tout est mis en commun, tout est complètement véhiculé par le corps éthérique. Alors c'est intéressant de voir que tout ce qui est vivant, encore une fois, du plus petit au plus grand, est animé par une partie de ce corps éthérique global. Et que tous ces corps sont imbriqués les uns dans les autres à la manière de poupées russes, mais des poupées russes qui ne seraient pas solides, formelles et séparées, mais énergétiques et interreliées. Et ainsi tout communique. C'est pour ça qu'on a pu dire que le corps éthérique, c'est vraiment le fondement même de l'inséparabilité. Naturellement, on en arrive à l'être humain, qui n'échappe pas du tout à la règle, et a lui aussi évidemment un corps éthérique, partie de l'ensemble, qui vitalise toutes les parties de son organisme et transmet tous ses états de conscience jusqu'au plan physique concret. Naturellement, ce corps éthérique de chacun fait partie intégrante du corps éthérique planétaire. Ainsi, tout ce qui vit sur la Terre fait partie du même corps éthérique global. Et on peut inclure non seulement toute l'humanité tout entière, mais tous les règnes, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Ainsi, tout se touche, tout communique avec tout le monde en permanence. Et par ce corps, nous avons la possibilité de sentir ce qui se passe sur le réseau et d'émettre en retour ce que nous en vivons. Naturellement, ce réseau éthérique de la planète fait partie du réseau éthérique du système solaire, lequel est une partie de la galaxie, elle-même fragment de l'univers. Bon. Et c'est cela qui a inspiré cette phrase bien connue « Ne cueille pas la fleur de peur de détourner la course d'une étoile ». Ça met vraiment bien en évidence toute cette interrelation du plus petit au plus grand par ce réseau fantastique qu'est le corps éthérique. Voilà donc ce qu'est ce réseau vital. C'est important parce que c'est le fondement même de la vie manifestée et le fondement même de l'expression visible de l'univers. Vivre cette unité des mondes, si on est capable de le faire, c'est la paix suprême. Vivre cette unité totale des mondes. Évidemment, cela ne nous concerne pas pour l'instant, mais on n'en est pas là. Mais voilà pourquoi tous les êtres qui commencent à percevoir l'unité planétaire nous donnent toujours le conseil d'aborder tous les problèmes, quels qu'ils soient, du global vers le particulier, et de ne considérer aucun problème en considérant que c'est le fait d'un seul individu, d'une seule société, d'un seul pays. En effet, les cellules isolées n'existent pas, tant dans notre corps que dans l'univers. Alors, toutes ces considérations sur les réseaux, le corps éthérique, etc., semblent nous emmener bien loin des justes relations, mais en fait non. Elles sont comprendre, encore une fois, pour comprendre le bouleversement de conscience auquel nous sommes conviés. Que ce soit par le biais de la physique quantique ou par celui du corps éthérique universel, nous sommes appelés à changer notre façon de concevoir le monde au quotidien. Et il ne s'agit pas, comme on le disait tout à l'heure, d'une simple révolution intellectuelle intéressante, mais sans beaucoup d'impact sur notre vie. Il s'agit vraiment d'un regard complètement différent qui entraîne des manières de vivre ensemble qui n'ont rien à voir avec celles des siècles passés. Notre compréhension du monde doit se déplacer de l'individuel au collectif et du séparé au réseau. C'est la clé pratique qui va nous permettre d'aller réellement vers de justes relations, non seulement entre les humains, mais avec tout ce qui vit sur Terre. Alors, on pourrait se poser la question, en fait, au sein de ce réseau d'interdépendance énergie-conscience, parce qu'il s'agit bien d'une interdépendance énergie-conscience, tout semble fonctionner remarquablement. Et c'est pourquoi il est intéressant de s'interroger sur ce qui se passe lorsque la conscience est particulièrement disharmonieuse. Que devient l'énergie? Que devient le réseau? Qu'est-ce qui se passe du point de vue du corps éthérique? Un vieil adage dit que l'énergie suit la pensée, quelle que soit cette pensée. Que ce soit une pensée élevée, une pensée d'ensemble, que ce soit une pensée personnelle, que ce soit une pensée teintée d'émotion, de désir, une pensée basse. De toute façon, l'énergie suit la pensée. Ça, c'est vraiment fondamental parce que si nos pensées, par exemple, nos peurs, notre égoïsme, nos colères, nos désirs, nos ruminations, nous coupent du réseau,
alors la vitalité va cesser d'être répartie dans tout notre corps. La circulation se fait mal, et du coup des organes et des fonctions vitales sont appauvris, des troubles et des maladies s'ensuivent. Mais il n'y a pas que des attitudes trop personnelles qui perturbent momentanément notre relation au réseau. En fait, tous les conflits évolutifs que nous vivons nous-mêmes, toutes nos dualités de progression, réorganisent des rapports entre le global et le particulier et ont des conséquences directes sur notre corps d'énergie, ce qui n'amène pas toujours le bien-être de la personnalité. C'est pour ça qu'il faut renoncer à se dire que une démarche spirituelle, c'est vraiment quelque chose qui va nous amener à être en bonne santé. Non, ça nous amène constamment à être en déséquilibre en permanence et finalement ça bouleverse nos énergies. Et le temps qu'elles retrouvent un nouvel équilibre, eh bien, il peut y avoir effectivement des maladies ou des maux qui peuvent apparaître. Alors on pourrait dire que pour soulager la maladie, on peut toujours se faire aider par des thérapeutes énergétiques. Mais remettre les énergies en place, même si ça peut aider et ça peut soulager, ça ne suffit pas parce que ça ne dure pas tant que la conscience trouble la circulation d'énergie. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, tout recommence. Donc au bout de quelques jours, que vous êtes allé voir votre thérapeute, progressivement ça va se réinstaller parce que votre pensée est restée la même. Donc il faut bien voir que les causes de la maladie sont d'origine psychologique et que tout ce que nous vivons, positif, négatif, global ou personnel, tout ce que nous vivons psychologiquement s'inscrit sur le corps éthérique jusqu'à produire des effets sur le corps physique dense. Vous allez me dire, pourquoi aborder ce sujet de la maladie et quel rapport avec les justes relations? Tout simplement, vous allez comprendre, parce que ce qui se vit dans la société et le monde est totalement analogue à ce que nous vivons, chacun d'entre nous, individuellement. Donc, nous allons commencer à essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passe pour chacun d'entre nous, de manière à comprendre que dans la société, dans le monde, c'est exactement pareil. Et c'est là que vont intervenir justement les relations. Il y a plusieurs siècles de cela, lorsque la concentration de la pensée, la puissance de la pensée et de désir de l'humanité était encore très faible, l'impact sur le réseau planétaire était pratiquement lui aussi extrêmement faible. Donc l'humanité ne perturbait pas le réseau éthérique planétaire. Par contre, le problème auquel doit faire face l'humanité aujourd'hui, c'est justement l'accroissement de la puissance de son désir et de ses pensées. Et donc, comme nous l'avons vu, au niveau individuel, le réseau éthérique est extrêmement sensible aux émanations psychiques. Et de nos jours, la conscience de l'humanité a considérablement cru en puissance et l'impact sur le corps éthérique planétaire apparaît nettement. En fait, la répartition de l'énergie sur Terre est de plus en plus perturbée par l'importance des désirs et des pensées égoïstes. Du coup, des déséquilibres apparaissent sans cesse au sein du réseau. Certaines parties attirent beaucoup d'énergie au détriment des autres. Il s'ensuit, même si on ne fait pas toujours le rapport, des troubles climatiques, des perturbations pour bon nombre de populations, des dysfonctionnements dans le monde animal et végétal. Bref, la planète est malade. Elle est malade de l'égoïsme et des injustes relations à tout niveau. Si nous descendons maintenant un petit peu plus aux conséquences physiques, il est intéressant de voir que le réseau éthérique de l'humanité engendre une contrepartie physique dense, un réseau concret qui est devenu une activité fondamentale d'ailleurs de l'humanité et qu'on appelle l'économie et les finances. C'est même pour l'instant l'une des principales activités en importance de l'humanité. Et c'est peut-être même le principal facteur de conflit. En effet, l'argent qui est une énergie et sa circulation sont la concrétisation du réseau éthérique. La manière dont fonctionnent l'économie et les finances est le reflet exact de la vie du corps éthérique de l'humanité, et donc de ses pensées. Si ce réseau éthérique fonctionnait harmonieusement, grâce à de justes relations entre tous, toutes les parties du monde seraient équitablement vitalisées par l'argent nécessaire à la vie et à l'épanouissement de chacun. On en est loin. Parce que si nous regardons la répartition actuelle de l'argent, cela nous donne en réalité la vision d'un corps éthérique totalement déséquilibré, avec des trop-pleins d'énergie par endroit et des vides par ailleurs. Si on reprend la comparaison avec l'être humain, c'est intéressant de voir qu'en fait, aucun être humain ne survivrait longtemps si son corps d'énergie et son corps physique subissaient les mêmes déséquilibres fondamentaux que l'on voit actuellement à l'œuvre sur la planète.
C'est dire l'ampleur du mal que nous vivons en ce moment. La mauvaise répartition de l'argent, de l'énergie et du strict nécessaire montre combien l'humanité est malade de la mauvaise circulation des biens. En fait, depuis que la psychologie dominante de l'humanité est fondée sur l'égoïsme et l'appropriation des richesses, les inégalités vont croissant et l'énergie se concentre sur certaines zones et en abandonne complètement d'autres. Et donc, les conséquences en sont des graves maladies sociales telles que le chômage, la misère, la famine, l'obligation pour bon nombre de populations de s'expatrier, d'émigrer, malgré tous les risques, ou bien la tentation d'être enrôlé pour le djihad, pour donner un sens à sa vie, ou simplement avoir de quoi se nourrir. Et aussi, par exemple, dans certaines cités, c'est la solution qui consiste à s'engager dans la voie de l'indélinquance, et à entretenir par exemple le marché de la drogue, parce qu'il n'y a aucun autre horizon en vue. Mais à qui la responsabilité? À des individus peu recommandables? Ou à une société dans son ensemble qui s'accommode, tant que ça ne la dérange pas trop, d'absence de justes relations solidaires au sein du réseau humain? Tant que nous cherchons à traiter ces problèmes individuellement, sur le terrain, il ne se passera rien. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il ne faut pas traiter des points particuliers, mais l'ensemble du réseau. Si nous permettons à l'énergie de circuler à nouveau dans toutes les parties du monde, de manière à permettre à chacun de pouvoir vivre décemment, alors toutes, je dis bien toutes ces maladies sociales disparaîtront progressivement les unes après les autres. C'est en soignant l'ensemble, c'est en remettant l'énergie sur le corps éthérique global que nous arriverons à soigner chacun plus particulièrement, y compris dans ce qu'on pourrait comprendre comme les maladies du règne végétal ou du règne animal. C'est vraiment prendre les choses globalement et non pas point par point d'une manière séparée. Ça, c'est une clé fondamentale des justes relations qui, vous voyez, implique aussi tout un processus de guérison. Et c'est là que nous intervenons. C'est là que nous, justement, notre travail, il va intervenir. Donc, travailler aux plus justes relations humaines, c'est prendre conscience de tout cela et de tous les changements de paradigme que cela nous demande. Et ce n'est pas simple du tout. Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple relookage intellectuel, mais d'une modification profonde de notre corps émotionnel et de toutes nos réactions les plus intimes. Et cela ne peut se faire qu'au bout d'un certain temps de pratique de ces idées. En fait, sur le réseau Internet, il est de plus en plus question, certainement avez-vous déjà entendu parler, des influenceurs. Les influenceurs, ce sont des personnes qui, par leur statut, leur position, leur exposition médiatique, sont capables d'être des relais d'opinion, cherchant à influencer les habitudes de consommation, naturellement dans un but purement commercial. Et bien, sur le réseau éthérique, il nous est demandé d'être des influenceurs de plus justes relations. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut le concevoir. Évidemment, on n'a pas à le faire de la même manière, par des blogs, par des sites, etc. Non, mais simplement par la force de notre pensée, de notre engagement, la force de notre vécu. C'est ainsi que nous avons à devenir des échantillons d'une nouvelle vision du monde. C'est ainsi que nous avons à contaminer notre entourage et à provoquer plein de cas contacts qui répartissent justement toute cette bonne volonté. Si nous tirons toutes les conséquences de tout cela, si on tire toutes les conséquences de la notion de réseau et de fluidité, en fait, tous les domaines connus doivent être visités parce qu'ils sont tous le résultat d'une pensée séparatiste. Tous les domaines que nous connaissons actuellement sont pensés en termes de séparation. Et on a beau avoir justement cet éclairage de réseau, de physique quantique et de corps éthérique, eh bien, on n'arrive toujours pas dans nos conceptions sociales, dans nos conceptions même de toutes les sciences, eh bien, à appliquer complètement cet éclairage nouveau. Par exemple, la conception de réseau. Intéressant de voir comment ça vient contredire l'idée très ancienne de propriété. Si on réfléchit bien, on peut voir que l'état d'esprit de possession et de propriété privée est un point d'ancrage qui empêche toute circulation d'énergie et s'oppose à l'idée même de réseau. C'est pourquoi il est intéressant de voir les prémices de la remise en question de cet état d'esprit par la volonté de partager de plus en plus les biens, les services, et de n'être plus systématiquement propriétaire de tout bien, mais simplement d'être un utilisateur qui partage avec d'autres.
L'état d'esprit de propriété concerne aussi bien les individus que les sociétés et les nations. Et comme nous sommes tous de passage sur Terre, il faut réaliser que nous sommes propriétaires de rien, mais simplement des gestionnaires temporairement responsables au nom de l'ensemble. Une maxime pleine de sagesse dit « Quand on meurt, on n'emporte que ce que l'on a donné ». Donc il faudrait concevoir qu'en fait toutes les ressources du sol et du sous-sol devraient être mises équitablement à la disposition de tous et circuler aussi librement que l'air, qui n'appartient à personne. Au fur et à mesure que la conscience de réseau se développe dans l'humanité, donc les consciences changent. Le monde apparaît aux yeux de certains d'une manière totalement nouvelle. Et ce qui semblait impossible il y a quelques années encore, apparaît maintenant de plus en plus probable pour de plus en plus de monde. Ainsi, des propositions liées à un état d'esprit de réseau et à une fluidification de l'économie émergent un peu partout en ce moment. Le principe de partage que nous avons évoqué justement la fois dernière est tout à fait fondamental et il est la clé de tous ces changements qui s'imposent de plus en plus et à la grande surprise de beaucoup de personnes qui sont toujours dans le système ancien de pensée. Par exemple, certains économistes appellent à revoir entièrement la notion de profit et appellent à une économie à but non lucratif, mais à but de plus-value humaine, afin de permettre à chacun de travailler, de vivre et de s'épanouir partout sur la planète dans le respect des autres règnes. Ce qui amène naturellement à revisiter du coup le concept de travail. Le travail, donc il ne s'agit plus du tout d'une obligation pour pouvoir vivre, mais de pouvoir donner le meilleur de soi pour participer à la création de beauté sur Terre. Ainsi, ce n'est plus l'économie qui a servi l'humain, mais l'humain qui se sert de l'économie, de la relation intelligente au monde des formes pour s'épanouir et porter les valeurs essentielles sur Terre. Beaucoup de premiers pas sont en train de se faire, et encore tout à l'heure je vous le disais, même localement. Par exemple, des premiers pas sont pratiqués pour aller appliquer le salaire universel, qui est une idée qui est sérieusement à l'étude et qui est déjà d'ailleurs dans bon nombre d'endroits localement complètement mis en place. Salaire universel. Il y a encore une vingtaine d'années, c'était même pas considéré. On peut voir par exemple aussi qu'il y a une autre idée qui est très intéressante, qui est défendue en ce moment par Thomas Piketty, qui est l'héritage pour tous à 25 ans. Voilà une proposition intéressante, l'héritage pour tous à 25 ans. Oh, en soi, c'est pas forcément nouveau. Par exemple, au Cap-Vert, eh bien, chaque jeune reçoit un petit lopin de terre ou reçoit un petit espace dans lequel il peut construire un appartement, il peut construire une petite maison. À lui de s'en débrouiller. S'il ne le fait pas dans un certain temps, je crois que c'est dans le bout de 10 ans, ben on lui reprend pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est à lui, selon sa capacité d'implication, d'arriver à en faire quelque chose ou pas. C'est donc il peut démarrer dans la vie avec ce petit quelque chose. Donc l'héritage pour tous, ce n'est pas véritablement un héritage. Il s'agit simplement d'allouer à tout jeune de 25 ans une somme entre 100 000 et 120 000 euros pour démarrer dans la vie. Oui, ça peut faire réfléchir. Alors quand on est tenant des anciens systèmes séparés, des anciens systèmes classiques économiques, on va dire, il a fumé quoi le gars là pour dire des choses pareilles. Ça peut sembler totalement inconvenant, impossible. Mais si on adopte l'état d'esprit de réseau, il faut se rendre compte que si on ne cherche pas à stocker l'énergie argent, mais elle va circuler de toute façon, toujours dans le réseau. Et par conséquent, ce ne sera pas perdu pour qui que ce soit, ça rebondira à travers les uns et les autres. Il est donc intéressant de multiplier les points d'entrée de cette énergie pour irriguer complètement l'ensemble du réseau planétaire, au lieu de compter sur quelques points importants qui seraient censés distribuer équitablement l'énergie. Et de plus, la crise actuelle a montré que l'argent, mais on n'en manque pas. Si vraiment, vraiment il y en a besoin, on en trouve. Et on s'aperçoit que finalement, là aussi, l'ancien mythe, comme ça, qui dit, ah non, mais l'argent, non, on ne peut pas le distribuer, on ne peut pas le donner, on ne peut pas augmenter les salaires, on ne peut pas ceci. Mais d'un seul coup, on s'aperçoit que ça s'effondre totalement. C'est une question de conscience. L'argent, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est de la conscience. On change la conscience, on change l'énergie, on change l'argent. Et donc tout ce qui pouvait paraître impossible, maintenant n'est plus du tout farfelu et peut être très sérieusement considéré. Et vraisemblablement que d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, ce seront des choses qui vont se mettre en place.
Parce qu'on est en train justement d'entrer dans un autre état d'esprit, et donc même toutes ces conceptions économiques vont quitter le domaine traditionnel pour entrer dans cet état d'esprit nouveau. Ne croyons pas que si ces mesures ou d'autres de même inspiration ont du mal à s'imposer sur Terre, ce serait la faute de quelques capitalistes ou de quelques propriétaires ne voulant rien changer. Non, ce n'est pas la faute des autres. C'est notre responsabilité à tous. Parce que si nous regardons bien, souvent de vieux états d'esprit, même en nous, sont engrammés. Et il nous revient de vivre tous ces changements de conscience pour que les idées nouvelles puissent émerger en étant totalement soutenues par un maximum de personnes. Donc ça demande vraiment le changement de chacun d'entre nous. Ne soyons pas effrayés par l'importance du changement que ça demande, parce que ça nous dérange, ça pourrait nous décourager de commencer quoi que ce soit. Tout ceci, naturellement, va se passer progressivement, au fur et à mesure de l'évolution de conscience de l'humanité. L'humanité n'est jamais bousculée par qui que ce soit, c'est elle-même qui décide de son propre rythme d'évolution, au fur et à mesure que cette évolution change par le nombre de personnes qui changent de conscience. Alors donc, en ce qui nous concerne, il s'agit vraiment d'arriver à mettre en place dans notre vie, comme nous le disions tout à l'heure, ce que nous avons déjà appelé donc l'attitude de bonne volonté. Ah, la bonne volonté. Lorsqu'en réponse aux questions concernant les problèmes de l'humanité, le Tibétain, par la voix d'Alice Bailey, répond « Établissez de justes relations humaines en développant l'esprit de bonne volonté ». Il écrit dans ce livre qu'en général, quand il répond ça fait l'effet d'une douche froide. Parce que cette réponse a tellement l'air d'une platitude, elle a tellement l'air bateau, qu'il est très difficile de faire admettre à l'humanité qu'elle est réalisable et efficace. C'est très intéressant de s'arrêter à cela et de considérer cette simple proposition, parce que même quelquefois, on peut croire qu'on est au-dessus de tout ça. Non, mais bon, ça va quoi, les bonnes volontés. Moi, je crois que je peux travailler au niveau de l'amour, je crois que je peux travailler un petit peu au-delà. Il y a vraiment des choses que je peux faire. Oui, peut-être. Mais c'est quand même intéressant de reconsidérer ça. Le Tibétain insiste beaucoup, établissez de justes relations humaines et avec les autres règnes, en développant l'esprit de bonne volonté. La bonne volonté, c'est une expression mineure de l'amour. On dit même que c'est la première apparition de l'amour. Et c'est la plus facile à comprendre. Son application au problème de l'humanité pourrait véritablement diriger l'intelligence humaine dans des voies constructives. On dit souvent que là où est présente la bonne volonté, les murs du séparatisme et des malentendus s'écroulent. Il est peut-être intéressant, vous voyez, au moins pour un temps, de cesser de parler à tout bout de champ de l'amour fondamental et de l'usage de ce grand amour pour résoudre les problèmes, et d'arriver à discuter peut-être sur un plan moins élevé mais plus pratique, qui est justement celui de la bonne volonté. En effet, le mot amour, dans son acception la plus élevée, ne signifie pas encore grand-chose pour l'humanité. Par contre, la bonne volonté peut avoir tout son sens et peut être comprise par tous comme une force d'harmonie. L'expression de l'amour véritable est peut-être encore fort lointaine, mais la bonne volonté est une possibilité actuelle et organiser la bonne volonté peut apparaître comme une nécessité impérieuse. Alors bien sûr, en français, ce n'est pas forcément la même chose dans les autres langues, mais la bonne volonté est très très mal connotée. C'est pour ça qu'il va falloir un petit peu donner quelques éclaircissements. Quand on dit de quelqu'un qu'il est de bonne volonté, c'est quelqu'un de bien brave, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Donc vous voyez, faire preuve de bonne volonté, ça va pas bien loin, quoi. Pas, il a une bonne volonté. Ça, c'est simplement, vous voyez, un sens actuel d'utilisation, en tout cas en français, mais par exemple, même en anglais, ça n'a pas exactement ce sens-là. Donc, éclairons un petit peu ce terme de bonne volonté. En fait, c'est une volonté d'unir. Vous voyez, ce n'est pas déjà un air bonasse, c'est une volonté d'unir, de réunir ce qui est séparé. Non pas en cherchant l'unanimité, qui n'est pas possible, mais en mettant l'accent sur ce que l'on a en commun, sur ce que les gens ont en commun, en mettant l'accent sur ce qui unit et non sur ce qui sépare. Et donc c'est vraiment une manière de constituer progressivement l'esprit de réseau et d'arriver à toujours faire au mieux en faveur du bien commun. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de mou, c'est quelque chose de très engageant et de très volontaire. Naturellement, cela nécessite de renoncer à se battre pour ou contre des idées, pour promouvoir la compréhension aimante, le respect mutuel et la reconnaissance de chacun. Quand on est arrêté pour ou contre une idée,
on n'est pas du tout dans le mouvement du réseau, puisqu'on est arrêté sur une position particulière. Donc il n'y a plus de mouvement, donc il n'y a plus de réseau, donc il n'y a plus de bonne volonté. Ça demande donc de s'abstenir de prendre parti pour quoi que ce soit. Car tout engagement dans un idéal ou contre un idéal crée des séparations. Et c'est donc pas du tout comme ça que nous allons arriver à la fraternité et à la paix mondiale. Donc pratiquer la bonne volonté, c'est vraiment arriver à montrer l'unité humaine dans tous les compartiments de la civilisation. Le travail de bonne volonté, en fin de compte, c'est un travail d'éducation. Parce qu'il n'est pas question, dans ce travail-là, de chercher des solutions pratiques aux problèmes du monde. Nous avons vu tout à l'heure qu'elles existaient déjà. Mais de produire une attitude, de produire une atmosphère de conscience qui rendra possible la mise en œuvre de ces solutions. Il est important aussi que toutes les personnes de bonne volonté se reconnaissent les unes les autres, de manière à se soutenir et à révéler finalement subjectivement le réseau de bonne volonté sur l'éther planétaire. Quelquefois, on met en lumière le réseau de mauvaise volonté ou le réseau de tous ceux qui créent la guerre, etc. Mais mettons aussi en lumière, révélons aussi ce réseau de bonne volonté. Ce n'est pas souvent celui-là qui a la vedette. Et pourtant, il est aussi important. Naturellement, on pourrait dire, mais c'est impossible pour les personnes qui sont pleines de préjugés, qui sont fanatiques, etc. Oui, dans un premier temps, c'est vrai que c'est impossible. Un fanatique religieux ou un nationaliste aura énormément de mal à développer la bonne volonté. Ils peuvent y arriver, et ils y arriveront forcément un jour, à condition d'aimer suffisamment leurs semblables. Mais il leur faudra d'abord discerner en eux-mêmes l'endroit où se dresse un mur de séparativité et arriver à le démanteler. Tout préjugé est la première pierre du mur de la séparativité. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc la bonne volonté est en fait beaucoup plus répandue dans le monde qu'on ne l'imagine. Simplement, il faut la découvrir, la cultiver et la mettre en œuvre, et c'est en cela que nous disons que nous pouvons servir la paix. Voilà donc un petit aperçu sur ce que nous pouvons faire sur l'axe horizontal des justes relations humaines avec les animaux, les végétaux et les minéraux. Maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe avec l'autre axe et l'axe vertical, la juste relation entre le monde de l'âme et la personnalité. Nous n'avons pas commencé par ce point exprès pour montrer que toute personne, même si elle n'établit pas encore de rapport conscient entre l'âme et la personnalité, peut vraiment, réellement pratiquer la bonne volonté et servir la paix. Et beaucoup d'entre elles le font. Il n'est pas du tout nécessaire de croire en l'âme, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un contact avec l'âme, il n'est pas du tout nécessaire de méditer pour faire preuve de cette bonne volonté. Et dans le monde, il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là et qui pratiquent la bonne volonté avec une très très grande efficacité. Voilà pourquoi nous avons commencé par ça, parce que c'est vraiment cela qui pour l'instant est le plus important. Et puis après, on peut aussi naturellement développer l'axe vertical de ce travail. Et l'axe vertical de ce travail consiste donc à établir la juste relation entre l'âme et la personnalité. Juste relation. Maintenant, de notre point de vue. Parce que pour beaucoup, cette relation, elle existe déjà depuis fort longtemps. Mais elle ne se présente pas toujours sous l'aspect d'une coopération créatrice dans un monde de plus justes relations. En effet, par le passé, la recherche de l'âme était une recherche de perfectionnement, une recherche de salut, une recherche personnelle de Dieu, qui n'impliquait pas du tout forcément une créativité sur Terre. Et ça était tout à fait juste en ce qui concerne par exemple l'ère des poissons des 2000 derniers millénaires. Mais dans l'ère du Verseau actuel, on peut maintenant voir les choses différemment. Maintenant, nous sommes prêts à voir et à concevoir que nous sommes, en tant que règne humain, des passeurs des règnes supérieurs. Dès lors, si nous cherchons à connecter notre âme, ce n'est pas pour en tirer avantage, mais pour se mettre à sa disposition. Comme nous l'avons vu la fois dernière, lorsque la personnalité s'est développée, il n'est pas facile d'abdiquer de la volonté personnelle et de laisser nos plans individuels. C'est pour ça que ça demande un certain nombre de renonciations, et en particulier, si vous vous en souvenez, de renoncer à l'importance personnelle. Là encore, remettons-nous dans la fluidité et dans le mouvement qui existe entre ces deux entités. Parce que, en fait, il n'y a pas d'un côté la personnalité et de l'autre l'âme, comme deux entités qui seraient contraires, et entre lesquelles, une fois de plus, on chercherait à établir une relation. Là encore, passons dans le mouvement, passons dans le réseau. Voyons un mouvement de conscience constant de la personnalité vers l'âme, qui à son tour cherche à s'exprimer à travers la personnalité. Là encore, nous sommes dans un mouvement, là encore, nous sommes dans un réseau.
Nous l'avons souvent dit, l'âme ne connaît pas l'individualisme. L'âme est conscience d'ensemble, conscience globale. C'est un réseau de valeurs qui nous constitue tous. C'est un réseau que nous cherchons à rejoindre parce qu'il est notre véritable nature profonde. Et puis par la suite, eh bien, il va nous falloir amener ces valeurs de ce réseau fondamental vers le réseau éthérique pour éclairer le monde des formes. Et finalement, c'est cela travailler à l'unité et c'est cela aussi servir la paix. Et c'est toute la beauté de ce travail qu'on va retrouver dans la parole clé du signe des Gémeaux que nous allons chercher à percevoir ce mois-ci et qui symbolise justement la fluidité des réseaux. L'âme dit « Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui ». L'âme dit qu'elle reconnaît la personnalité comme un aspect d'elle-même et non pas comme une entité séparée. Et que dans l'effacement de ce moi, parce que c'est l'effacement de l'importance personnelle, eh bien l'âme peut arriver à croître et à luire. Et le travail se fait comme ça par l'interaction entre les deux aspects. Naturellement, c'est une parole sur laquelle nous pouvons méditer individuellement. Mais c'est aussi important de l'apercevoir comme la clé de la relation d'un réseau à l'autre. La clé de la juste relation, c'est en effet d'abord d'entrer dans le vécu du réseau éthérique planétaire. C'est ce que nous cherchons à faire, c'est ce que nous cherchons à devenir vraiment. Puis ensuite, on va chercher à devenir ce que nous sommes réellement, fondamentalement, c'est-à-dire des étincelles d'énergie du réseau d'âme. Et enfin, eh bien, il nous faut mettre en œuvre notre rôle d'intermédiaire entre ces deux réseaux, de manière à ce que toutes les qualités du réseau supérieur imprègnent toutes les vies sur Terre par l'intermédiaire du réseau éthérique. On pourrait presque, vous voyez, adapter, paraphraser la phrase que je viens de vous dire des Gémeaux, en faisant dire justement au réseau supérieur, je reconnais le réseau éthérique, et dans l'effacement de ce réseau, je crois et lui par son intermédiaire. Et donc vous voyez, tout ce qui existe à un niveau individuel, c'est toujours intéressant de le voir en tant que réseau, au niveau collectif, et de percevoir les choses comme ça, globalement. L'énergie Gémeaux est parfois désignée comme proposant la résolution de la dualité en une synthèse fluide. La résolution de la dualité en une synthèse fluide. Cette phrase synthétise remarquablement tout le travail que l'humanité doit réaliser ces prochaines années. En effet, nous avons à en finir avec l'esprit d'individualisme, de séparation, qui a été indispensable à développer pendant un temps, mais qui dorénavant mène l'humanité et la planète Terre à des difficultés énormes. Naturellement, il ne s'agit pas de combattre cet état d'esprit séparatiste, mais justement de développer l'état d'esprit de réseau fluide, accroître notre conscience d'être des énergies reliées à un ensemble d'autres énergies, tant sur le plan éthérique planétaire que sur le plan de l'âme. La résolution de la dualité en une synthèse fluide. Vous aurez noté que le mot synthèse ici n'est pas la synthèse telle qu'on est habitué à l'utiliser quand on parle de thèse, antithèse, synthèse, mais la synthèse en tant qu'unité, une attitude qui unit tout ce qui existe. Et c'est vraiment cet engagement humain que nous allons avoir lors de la prochaine pleine lune, qu'on appelle la fête de la bonne volonté, ou qu'on appelle aussi la fête de l'humanité. C'est la troisième fête spirituelle du printemps, et c'est justement l'engagement renouvelé de l'humanité en tant qu'agent médiateur du plan d'amour sur Terre. Cette troisième pleine lune de printemps est une invitation à faire circuler ce qu'inconsciemment, souvent la plupart du temps, nous avons reçu pendant la pleine lune du Bélier ou pendant la pleine lune du Taureau, pendant lesquelles nous nous sommes vraiment mis en contact avec ces énergies essentielles. Maintenant, à nous de nous placer en tant que médiateurs pour en faire profiter l'humanité et la planète Terre, donc à travers le réseau éthérique. La journée même de la pleine lune, ce sera cette année le 26 mai, est appelée la journée de l'invocation. Et nous avons vu justement ce thème de l'invocation et l'évocation l'année dernière, à cette même époque, où nous avons détaillé ce que représentait justement ce processus d'invocation et d'évocation et son utilité fondamentale pour pouvoir relier les deux réseaux supérieurs et inférieurs. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'amener ces trois grandes qualités de l'âme. On pourrait aussi citer, un peu aussi sous une forme d'inspiration, une phrase donc donnée par Alice Bailey à ce propos. « Laissez l'esprit de paix utiliser la nature inférieure en tant qu'instrument. Et il y aura la paix et l'harmonie dans votre champ de service. Laissez l'esprit de bonne volonté dominer votre mental, et il n'y aura plus de place pour l'esprit de critique et pour la diffusion de discussions destructrices. » Voilà, c'est vraiment, encore une fois, ces deux points, esprit de paix, mis en œuvre par l'esprit de bonne volonté, qui sont véritablement donc fondamentaux. Servir la paix, on peut donc dire que c'est réaliser l'incarnation d'une vision commune,
qui prend en compte, c'est-à-dire qui reconnaît toute unité comme partie constituante d'un tout, et l'inscrit dans une indissociabilité qui force le respect, tant l'intelligence à l'œuvre derrière cette conception surprend par son ingéniosité, sa cohérence, sa capacité à inclure. La paix que nous cherchons à servir n'a rien d'un équilibre stable, car dans la nature, tout ce qui est en équilibre stable meurt, disparaît. La paix est donc l'expression d'un système en perpétuel déséquilibre, car seul ce déséquilibre garantit l'évolution. C'est pourquoi l'esprit de paix allie principe de conflit, principe de partage et principe d'unité dans un mouvement perpétuellement changeant et expansif. Œuvrant sans relâche au bien commun, il n'est jamais au repos. La fête de l'humanité du 26 mai est donc le point de départ de tout le reste de l'année. Donc nous allons développer maintenant pendant 6 mois ce qui va se passer là. À nous de nous engager plus avant à servir la vie, à servir la paix, par la mise en œuvre à chaque instant de la bonne volonté. Nous allons méditer sur le sujet. Nous allons commencer par nous concentrer au niveau frontal, qui est justement le centre de la personnalité qui cherche à collaborer avec l'âme. Et cette personnalité, elle est complètement en rapport avec le réseau éthérique. Nous cherchons donc d'abord par imaginer ce réseau d'énergie dans lequel nous sommes, que nous vivons, par notre propre corps éthérique et par tout ce qui nous entoure. Plutôt que d'imaginer des êtres, des individus ou des animaux ou des végétaux fixes, reliés par des énergies, cherchons à imaginer un réseau en mouvement, comme si chacun d'entre nous, nous étions des petites lumières se déplaçant constamment en mouvement dans ce réseau et alimentant partout ce réseau d'énergie. Nous ne sommes fixes et séparés que si notre conscience l'est aussi. Alors percevons-nous véritablement dans ce mouvement d'interaction constante. Dans ce mouvement éthérique, nous sommes reliés et nous rencontrons tous les autres petits points de lumière qui se baladent, tous les peuples de la planète, du nord au sud. Par notre présence en pensée à tous les niveaux, nous vitalisons partout la planète. Et en même temps, nous vivons au milieu des animaux, des végétaux, des minéraux, des esprits de la nature, le déva. Nous sommes un gigantesque ensemble, en mouvement, en interaction, inséparable.
même si nous nous croyons très forts, indépendants, chacun d'entre nous est le résultat de tous. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous pensons, interagit constamment avec le réseau planétaire. Et puis en cherchant à nous relier au centre coronal au-dessus de la tête, nous cherchons maintenant à mettre en place l'axe vertical de juste relation. Nous rejoignons l'âme que nous sommes, comme un ensemble de qualités, de volonté, d'amour et de lumière. Mais là aussi, ce point n'est pas séparé, c'est aussi un réseau de qualités. Et nous sommes ce réseau, nous sommes cet ensemble. Toutes les âmes n'existent que les unes par rapport aux autres. Elles n'ont qu'un seul projet en commun par rapport à la planète Terre. Voilà pourquoi la méditation prend tout son sens en tant qu'ensemble, en tant que double réseau, et non pas en tant qu'individu à la recherche de son âme.
Alors en nous allons imaginer que nous interpénétrons les deux réseaux. Nous sommes le réseau de qualité d'âme. Nous pouvons en choisir une plus particulièrement, la vivre pleinement, et sentir en même temps que nous faisons partie intégrante du réseau éthérique, et que les deux s'imprègnent mutuellement. Le réseau de qualité d'âme imprègne le réseau éthérique et lui apporte les qualités fondamentales. Chaque fois que dans notre conscience, nous maintenons, nous vivons les deux réseaux en même temps, alors nous travaillons dans la bonne volonté. Alors nous servons la paix, l'unité. Puis en insistant sur l'expire, nous relons plus particulièrement les deux réseaux. Toute l'énergie circule de l'un vers l'autre, sur toute la planète. Alors survient momentanément un moment de pause, d'intégration, de paix.